Donc, bon, bienvenue tout le monde au panel sur la démocratie dans le système de santé et services sociaux. C'est un panel qui est organisé par le comité démocratie de la Coalition Solidarité Santé. Je m'appelle Sophie Verdon, je suis la coordonnatrice de la coalition Solidarité Santé. Pour ceux qui connaissent pas la coalition, on est une coalition d'organisations syndicales et communautaires en santé et services sociaux qui existe depuis près de 35 ans. On défend un système de santé public, gratuit, universel et accessible. Et puis, on a une quarantaine de membres maintenant, là, donc on représente des milliers de personnes. Je vais laisser Ismaïla Khan, qui a organisé avec d'autres membres du comité démocratie, présenter le panel. Merci Sophie. Alors, bonjour à tout le monde. Merci d'être présent et présente aujourd'hui parmi nous en si grand nombre. Sophie m'a parlé d'un nombre assez élevé d'inscriptions, donc ça montre l'engouement pour le sujet et on espère qu'on va satisfaire votre curiosité. Et en fait, je vais commencer en fait par me présenter. Je suis, comme l'a dit Sophie Ismaïla, je travaille au regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal et je suis membre du comité démocratie de la coalition Solidarité Santé. Alors, j'en profite aussi, comme l'a dit Sophie, pour remercier le comité de préparation de ce panel qui est composé de Philippe Crevier de la CSN, Jean-François Rancourt de la SQDI et Sophie Verdon de la Coalition Solidarité Santé, ainsi que moi-même. Sans qui finalement ce panel n'aurait pas eu lieu. Et je remercie aussi les panélistes que je vais présenter dans un instant d'avoir accepté de faire partie de faire cet exercice avec nous finalement, cet échange qui, on l'espère, sera fructueux pour tout le monde. Alors, d'abord, bah, je vais présenter, j'espère qu'ils sont tous là déjà, tous et toutes. Donc, il y a d'abord Guillaume Tremblay-Boily, qui est de l'IRIS, qui est détenteur d'un doctorat en analyse sociale culturelle de l'Université Concordia. Ses principaux domaines de recherche sont l'histoire du Québec et la sociologie des mouvements sociaux. Il y a aussi Raphaël Canet, qui est politologue et sociologue de formation. Il s'est notamment intéressé au mouvement altermondialiste et a participé comme coordonnateur au mouvement Démocratie Nouvelle. Sylvie Tremblay est directrice du regroupement provincial des comités des usagers qui soutient, défend et protège les droits des usagers du réseau de la santé et des services sociaux et Henry Milner, qui est chercheur associé à la chaire de recherche du Canada, affilié au département des sciences politiques de l'Université de Montréal. Il a été professeur invité dans de nombreuses universités dans le monde. Ses publications portent surtout sur les États-providence scandinaves et d'Europe du Nord, ainsi que la participation politique et la réforme du mode de scrutin. Donc, encore une fois, merci d'être présent et présente avec nous. D'abord, quelques petites, on va dire, mises en contexte. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser soit à la fin des échanges du panel qui durera environ 1 heure. Donc, vous pourrez les réserver en ce moment-là ou en fait les écrire dans le chat et on se fera un plaisir de les poser à nos panélistes ou vous-même, vous pourrez les poser. Vous pouvez les écrire dans le chat pour ne pas oublier parce que parfois, dans le vif du sujet, parfois on a tendance peut-être à oublier certaines questions. L'autre chose, c'est que j'aimerais rappeler le fait que les objectifs du panel, en fait, sont de discuter de l'impact de la démocratie ou de son absence par ailleurs sur le système de santé du Québec. Et cela, c'est pour nous donner, nous, à la coalition et peut-être au comité démocratie, deux ou trois propositions fortes pour nous guider dans nos actions. On a en fait un comité comment dire, réfléchir sur la possibilité de faire des liens entre le système politique au sens large et le système de santé. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Ceci pour une meilleure compréhension des enjeux
Mais en fait, ce qui nous semble juste, c'est que la démocratie, comme vous le savez, hein, là, c'est l'éléphant dans la pièce. Pour ainsi dire, c'est que la démocratie se porte un peu mal dans le monde en ce moment. Puis, à moins que vous viviez dans une grotte, vous n'êtes pas sans savoir que ça s'est remis en question en ce moment un peu partout, hein, en tant que type de régime politique. Je m'arrête là. Mais on s'est dit que le système de santé québécois ne vit pas, n'est pas en vase clos, en fait. Elle n'est pas isolée, il n'est pas plutôt isolé de la société dans laquelle bah, elle est insérée finalement. Ce système de santé fait partie d'un ensemble plus large, d'un système politique plus large, et on ne peut pas réfléchir la démocratie dans le système de santé sans se référer à la démocratie au sens large en tant que régime politique ou dans le système politique au sens large. Donc, je trouve que ce sera intéressant de se poser ces questions-là et de faire les liens. L'autre aspect, avant que je commence à poser les questions, je sais que là, je fais beaucoup de teasing, mais rassurez-vous, c'est un panel, hein, c'est pas juste moi qui vais parler, et après, je vais moins parler. Là, je prends mon moment de gloire en ce moment. Donc, au fond, la première question, c'est lié à qu'est-ce que la démocratie? Pourquoi on va poser cette question-là? C'est qu'au fond, on a fait l'exercice avec mes collègues Philippe et Jean-François, on s'est posé la question, qu'est-ce que la démocratie? Puis, tous les trois, on a une conception différente de la démocratie. En fait, ça s'est recoupé, mais tous les trois, on avait différentes façons d'appréhender la notion qu'est la démocratie. Et je trouve ça intéressant parce que ça encourage le débat, si tant est qu'on aime débattre. Et l'autre aspect, c'est que les panélistes vont peut-être, ne vont peut-être pas me contredire là-dessus, c'est que leur conception de la démocratie va influer sur la façon dont ils vont répondre aux autres questions, au fond. C'est-à-dire, si vous connaissez, au fond, la façon dont ils conceptualisent la démocratie, vous saurez peut-être pourquoi ils répondent et comment ils répondent aux questions qui vont leur être posées. Donc voilà, sans plus tarder, en fait, je vais poser la question d'emblée et je vais poser une question qui est liée. Donc, qu'est-ce que la démocratie pour vous, chers panélistes, et comment, selon vous, s'incarne-t-elle dans le système de santé et des services sociaux au Québec? Alors, peut-être je vais commencer avec Raphaël Canet. Est-ce que Oui, voudriez apporter votre réponse, s'il vous plaît? Oui, ben bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour la discussion. C'est très, très agréable de partager, là. C'est une bonne initiative. Donc, pour répondre rapidement, donc la démocratie, qu'est-ce que la démocratie selon, selon moi, là, ma perspective, puis après je pourrais l'inclure dans la perspective du mouvement démocratie nouvelle. Mais la démocratie, c'est un idéal, en fait. On pourrait même dire que la démocratie, dans le sens tu sais, littéral du terme, là, le démos, kratos, le pouvoir du peuple, en fait, ça n'existe pas nulle part. Il y a aucun endroit dans le monde où le peuple a réellement, directement le pouvoir. Donc, on ne vit pas vraiment en démocratie, puis on le présentait bien. Là, il y a des dérives actuellement. Donc, on n'est pas vraiment en démocratie, mais on pourrait plutôt dire qu'on est dans un processus de démocratisation. C'est-à-dire qu'on s'en approche où on veut y aller, dans le fond. On veut s'approcher de ce régime-là où, dans le fond, la plupart des gens qui participent, et là je donne une définition large, mais à la société ou à l'organisation ou au système dans lequel on est inséré, puissent avoir son mot à dire dans la manière dont ce système fonctionne. On pourrait prendre cette définition-là. Donc, dans le fond, plutôt que de se dire est-ce qu'on est en démocratie ou pas ou quoi, on peut tendre vers une plus grande démocratisation. Puis en fait, ce qui est important, à mon avis, c'est de poser la question du pouvoir dans Mhm, une organisation ou dans une société ou dans une institution, et nous, le MDN, on travaille sur l'Assemblée nationale, mais il faut se poser la question de qui décide, qui exécute et pourquoi. Pourquoi mhm, on est dans cette relation-là. Donc ça permet plutôt que de réfléchir à un concept large, de se pencher plus sur ben, des instances, des acteurs, hein, qui est situé à quel niveau, et puis de voir les organisations de différentes manières. J'ai une idée, mais je ne veux pas prendre trop de temps, donc on pourra y revenir tout à l'heure si vous voulez, mais est-ce qu'on est dans un mode d'organisation plutôt vertical, plutôt pyramidal, avec une chaîne de commandement, avec des gens qui sont au-dessus, des gens qui sont en dessous, parce que on a différents statuts dans l'organisation, ou est-ce qu'on est dans un mode de fonctionnement plus horizontal, donc
plus collaboratif, plus participatif. Et donc là, il y a toutes sortes de degrés là qu'on peut voir, tu sais, avec un modèle plus centralisé, plus décentralisé. Donc on peut opposer comme ça des concepts pour analyser certaines structures ou leur évolution. Très important pour le système de santé de voir comment il a évolué Mhm. depuis 30 ans, avec des lieux de pouvoir plus décentralisés, plus participatifs ou des lieux plus concentrés. Et si on va vers plus de concentration, ben là, on s'éloigne un peu de l'idéal de démocratisation. Et si on va vers plus de décentralisation et d'horizontalité, ben là, on s'en rapproche. Donc, c'est un peu ce que je pourrais répondre à cette question, Ismaïla. Bah, super. Donc, démocratie comme idéal, voilà. Est-ce que Guillaume Tremblay-Boily, vous avez peut-être quelque chose à compléter là-dessus? Et quelle est votre conception de la démocratie et surtout comment s'incarne-t-elle dans le système de santé et des services sociaux? Oui, tout à fait. Ben, d'abord, merci pour l'invitation. Ma réponse va être assez complémentaire à celle de Raphaël. Je suis allé voir, en me préparant, quelques définitions de la démocratie qui étaient fournies par des institutions comme les organismes qui organisent les élections, par exemple, ou des manuels scolaires ou autres. Puis c'est intéressant de voir que la première phrase, c'est souvent ou presque toujours la démocratie, c'est la souveraineté du peuple ou c'est le gouvernement par le peuple. Mhm, Mais ensuite, on enchaîne en expliquant des systèmes parlementaires puis comment ils fonctionnent. Donc, il y a vraiment une sorte de fossé entre la première phrase qui parle directement du peuple et ensuite euh, le reste de l'explication qui parle de ses représentants. Euh, puis de systèmes de délégation dans lesquels le peuple est souvent assez éloigné finalement de la prise de décision. Euh, je pense que la démocratie, c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer comme un spectre. Donc, c'est pas binaire, soit on est en démocratie ou on n'est pas en démocratie. C'est vraiment plus une question de degré. Donc, on peut toujours tendre vers plus de démocratie ou au contraire assister à des reculs démocratiques. Personnellement, j'ai tendance à croire que l'idéal serait de mettre de l'avant un modèle dans lequel il y a réellement des instances décisionnelles dans chaque milieu de travail, dans chaque milieu de vie. Donc, des instances dans lesquelles, à l'échelle locale, les personnes concernées peuvent débattre, s'informer, discuter ensemble des décisions à prendre sur ce qui les concerne. Et le tout en personne, à une échelle qui permet vraiment des débats en face à face. mhm, Pour aller avoir une profondeur, une qualité de discussion qu'on peut pas nécessairement avoir quand on est chacun de notre côté à lire notre journal, à écouter la télé pour avoir les nouvelles, à voter dans l'isoloir. L'isoloir, le terme est assez frappant, là, ça isole. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense que ma vision de la démocratie est vraiment axée sur la prise de décision à l'échelle locale. OK, mais ma deuxième question, comment s'incarne-t-elle dans le système de santé? Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, sur les mécanismes démocratiques existants dans le système actuel? Quelles sont les failles ou les limites, par exemple? Est-ce que vous avez une réponse par rapport à ça? Peut-être on va aller avec Sylvie Tremblay. Si, Bonjour tout le monde, merci de l'invitation. Vaste question qu'est la démocratie. Je laisserai les historiens et les gens en politique peut-être expliquer davantage le positionnement. Ce que je considère important par ailleurs, dans l'évolution du système de santé et de services sociaux, puis la vision qu'on peut avoir des 30 dernières années, c'est qu'à partir du moment où les personnes les plus vulnérables, que sont par exemple les personnes handicapées, des personnes qui ont des problèmes de services sociaux importants, le moindrement qu'on a de moins en moins de services ou de moins en moins d'accompagnement pour ces personnes-là, plus le système, puis on le voit démocratiquement dans d'autres dossiers qu'on peut penser d'hébergement, on peut penser le logement, on peut penser à l'ensemble des déterminants de la santé, au fond. mhm, Euh, Plus les personnes vulnérables de nos sociétés sont marginalisées, moins l'exercice de la démocratie est efficace. mhm, Et on le voit dans l'ensemble des sujets, puis particulièrement au niveau de la pauvreté aussi. mhm, Euh,
Donc, il y a des reculs importants depuis les dernières années. La question que vous posiez particulièrement, puis on fera le lien aussi, si vous voulez, après coup, sur le réseau de la santé et des services sociaux, peut-être des dernières années, mais particulièrement au niveau de cette réforme-ci, Mhm, c'est de rendre le système de moins en moins euh, participatif au niveau des citoyens. C'est-à-dire que, pour donner un exemple excessivement concret, maintenant, les établissements ont des comités d'usagers, d'établissements consultatifs, et les personnes ne seront pas issues du milieu et n'auront pas le droit participatif de voir les grandes orientations dans leur milieu. Mais par ailleurs, on a réussi d'avoir un comité national d'usagers qui permet donc d'avoir une voix particulière sur les usagers dans ce magma qui est Santé Québec. Donc, je dirais qu'il y a péril en la demeure, mais en même temps, il y a des outils peut-être efficaces pour continuer le combat, puis de participer, puis pour voir peut-être avoir une prochaine meilleure réforme. J'arrêterai mhm. ici. Mais merci beaucoup. Moi, j'entends beaucoup idéal, participation, représentation, même si le terme est un peu, selon Guillaume, comment dire, peut-être pas si démocratique que ça. Alors, j'aimerais bien entendre le professeur Milne, sa perspective, et peut-être aussi, dans une certaine façon, peut-être une analogie possible avec les États-providence scandinaves et d'Europe du Nord. Monsieur Milne, par rapport à la question. Bon, euh, je trouve que l'expression ou le terme démocratie, pour moi, comme politologue, ça aide pas à vraiment mieux connaître les institutions, les comparer. Moi, je préférais utiliser, par exemple, est-ce que ces institutions sont représentatives? Est-ce qu'ils euh, favorisent la participation? Euh, et comme vous avez dit, je connais très bien le modèle scandinave, comment les institutions fonctionnent en Suède surtout. Et au moment opportun, je vais en parler un petit peu. Ouais. Merci. Oui, il n'y a pas de souci. Effectivement, il y a une question liée au modèle alternatif ou au modèle inspirant dont on pourrait s'inspirer pour le cas du Québec d'ailleurs. Donc, ça va être l'objet d'une question à part entière. Alors, je vais aller avec la question provoque, la question, parce que je pense qu'elle mérite d'être posée, au fond, parce que l'utilité de la démocratie, au fond, en quoi elle est utile? Je trouve la question intéressante parce qu'on est dans un contexte où il y a une certaine frange de la population qui se pose cette question, pourquoi, en fait, en cas de crise économique, par exemple, on doit, en fait, favoriser la démocratie. Ou même dans des contextes de rareté matérielle, les gens se disent, bah, la démocratie, bah, c'est pas ça qui va remplir mon frigo, par exemple. Donc, la question se pose en ce moment où la démocratie est en crise. On peut se poser la question de savoir si le système de santé, par exemple, et services sociaux au Québec doit être démocratique ou pas et pourquoi la démocratie est utile ou non à son bon fonctionnement. Est-ce que, par exemple, Guillaume, vous avez une perspective, une réponse à nous donner? Oui, ben, je peux peut-être commencer par répondre un peu à la question précédente là, sur comment la démocratie s'incarne dans le système de santé et de services sociaux actuellement. En fait, ben, l'IRIS, on s'est beaucoup penché dans les dernières années sur la réforme du B. Ben, nos propos sur la réforme du B font suite à des nombreuses publications sur ben, les réformes précédentes, la gouvernance du système de santé en général. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que la démocratie est en déclin dans le système de santé et des services sociaux. La réforme du B implique une centralisation sans précédent
du système. Et en fait, ça nous éloigne du modèle de la santé et des services sociaux qui avait été mis en place dans les années 70, qui était loin d'être parfait, évidemment, mais qui avait quand même un souci démocratique important. Donc, entre autres, à travers le fait que la porte d'entrée du réseau, c'était les CLSC, les centres locaux de services communautaires, et chacun des CLSC avec son propre conseil d'administration, dont presque 50% des membres étaient des citoyens élus par la population. Donc, ça donnait la possibilité aux gens de se prononcer sur les orientations, sur les actions à privilégier. Alors qu'aujourd'hui, mais en fait, il existe presque plus d'instances démocratiques dans le réseau de la santé. La Santé Québec, en fait, a éliminé les 22 conseils d'administration des 6 CCIUS qui vont être remplacés par des conseils d'établissement qui vont seulement avoir un pouvoir de recommandation. Et pour tout le réseau, il y a un seul conseil d'administration qui est le conseil d'administration de Santé Québec, sur lequel il n'y a pas d'élus issus de la population. Euh, les seules instances démocratiques restantes, c'est les comités d'usagers. Mais ils n'ont pas un pouvoir décisionnel et la majorité des membres du Comité national des usagers sont nommés par Santé Québec. Donc, en fait, la démocratie est en déclin dans le réseau de la santé et des services sociaux. Puis pourquoi c'est un problème? Ben, en fait, ben, il y a plusieurs raisons, mais il y a une raison, ben, je vais en présenter deux. D'abord, la question de l'information. Des fois, on a l'impression que la démocratie, c'est moins efficace parce que c'est long, c'est des discussions qui prennent du temps, mais dans les faits, en réalité, la démocratie, c'est les discussions démocratiques, les débats démocratiques, c'est une occasion d'avoir accès à de l'information ancrée en temps réel de différentes perspectives. Euh, En fait, ça s'oppose à la tendance actuelle qui est d'aller vers une gestion par des statistiques, par des tableaux, les tableaux de bord, les fameux tableaux de bord dont le ministre de la Santé parle souvent. Ça implique de la paperasse, ça implique du temps que les gens sur le terrain prennent pour remplir de la paperasse pour qu'elle se rende éventuellement au ministre. Mais même un ministre qui serait particulièrement éclairé et qui aurait vraiment un souci de prendre en compte toutes les formes de vulnérabilité, de marginalisation, aurait nécessairement des angles morts malgré tout. Donc, la démocratie à une échelle locale, ça permet justement d'entendre différentes perspectives. L'autre chose, c'est que pour moi, la question de la démocratie est beaucoup liée à la question des déterminants sociaux de la santé, qu'on appelait auparavant les causes sociales et politiques de la maladie. Donc, c'est tout ce qui relève pas strictement du réseau en tant que tel, mais qui a un impact sur la santé, donc l'environnement, l'alimentation, le transport, l'aménagement urbain, etc., etc. Puis tout ça, en fait, ben, il faut des instances démocratiques pour que les gens se positionnent là-dessus. Par exemple, pour dire comme, ben, dans tel quartier, ce qui nous affecte, ce qui affecte notre santé, c'est le mauvais état des logements. Dans tel autre quartier, ce qui affecte le plus notre santé, c'est la pollution causée par telle usine ou telle autoroute, par exemple, ou ce qui affecte notre santé, c'est le fait qu'on est dans un désert alimentaire. Ben, tout ça, c'est des choses qui peuvent être prises en compte quand on a des instances démocratiques locales. Hmm. Oui, intéressant. Donc, la démocratie, c'est bon pour la santé. Est-ce que, au fond, Raphaël, peut-être avez-vous une réponse Oui, complémentaire? Oui. ben, en fait, Guillaume a bien posé les choses, mais j'ajouterais peut-être un élément, tu sais, si on fait par exemple, enfin, je pense qu'il y a dans les oppositions qu'on peut avoir entre les différents modèles, on l'a dit, on parlait de centralisation avec la réforme du B sur le système de santé, puis cette idée de la pyramide. Un des arguments qui est souvent amené aussi, c'est la question de l'efficacité, hein. Il faut que ce soit efficace. Donc, on n'a pas le temps de consulter parce que le temps à passer à consulter les gens, c'est de la perte de temps pour être efficace et y aller sur les décisions. On voit, en fait, c'est vrai, Ismaïla, tu le disais, mais là, avec ce qui se passe aux États-Unis, on a comme
un contre-modèle par excellence. Là, tu sais, on signe 200 décrets la première journée de pouvoir, donc on inonde de décisions complètement qui vont dans tous les sens et qui explosent tous les systèmes, en fait, pas seulement un. Mais l'argument qui est en arrière de ça, puis je vais faire tu sais, si on pas rentrer là-dedans, mais quand même, le Doge là, d'Elon Musk, là, qui n'est pas élu. C'est pas de la démocratie. Qu'est-ce qu'il fait là et pourquoi il réforme toutes ces structures-là? L'argument en arrière, c'est qu'il est un expert. Il est efficace puisque c'est le milliardaire. Tu sais. Donc, on a vraiment un modèle de fond là, qui montre un petit peu ça. Et le principe en arrière de ça, il est entièrement non démocratique. En fait, c'est un principe aristocratique. C'est le régime des meilleurs. Tu sais. Il a fait de l'argent, donc il est meilleur, donc il sait comment gérer tout le système public américain. Donc on lui donne les rênes, et puis dans le fond, qu'est-ce qu'il va faire? Il va complètement tout détruire. C'est dans leur idéologie. Donc, ils sont à l'inverse de ce que disait Sylvie tout à l'heure, c'est en disant un système démocratique ou une institution plus démocratique, on peut le voir dans la santé, on peut le voir dans l'éducation, on peut le voir un petit peu partout, dans le fond, c'est fondé sur l'idée que les gens, alors tout à l'heure Sylvie disait les personnes vulnérables, si elles sont marginalisées, ben, l'exercice de la démocratie n'est pas efficace. Si on perd ces gens-là, qui sont quand même majoritaires, mais je dirais oui, les personnes les plus vulnérables dans la société, mais aussi les personnes qui travaillent dans le système de santé, donc les usagers Mhm. ou les bénéficiaires ou les citoyens, dans le fond, c'est un service public. Il faut revenir à cette idée-là. C'est un service public au nom du bien commun, puis la bonne santé, comme les déterminants sociaux, ils sont très larges. Tu sais, ça témoigne d'une société en santé. Donc il faut sortir de l'entonnoir dans lequel on nous amène avec ces réflexions-là. Il faut être efficace, il faut être stratégique, il faut que la bonne décision soit prise parce que ça nous amène dans des systèmes finalement autoritaires, Mhm. dictatoriaux, c'est ce qu'on voit aux États-Unis, où et le présupposé de base, c'est que tout le monde dans la société n'est pas, on n'est pas tous égaux. Dans le fond, il y a des gens plus compétents que d'autres, il y a des gens qui ont droit au service, qui vont payer pour, puis les autres, ben, finalement, qui n'ont plus droit. Puis tout bad, donc on est une société vraiment, il y a une déconnexion totale. Donc le principe démocratique, garde un lien de solidarité entre nous tous. Ça fait qu'on est un nous, qu'on est ensemble et qu'on s'est doté d'institutions qu'on finance collectivement et qui sont au service de tous. Je pense qu'il faut revenir à ces principes de base. Et Mhm. après, en l'appliquant à n'importe quel système, bon, moi je suis prof de cégep, je suis dans le milieu de l'éducation, puis on voit un peu la même logique. Comment, à tous les lieux de pouvoir, on peut prendre une décision. Puis je reviendrai avec un principe peut-être que je ne sais pas si vous en avez beaucoup entendu parler, on en parlait beaucoup en Europe il y a un petit bout de temps qu'ils essaient de construire une Europe un peu solidaire. C'est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que quand on construit une structure, peu importe quelle organisation, il faut que l'endroit où on prend la décision, le lieu de prise de décision soit le plus proche de ceux qui vont bénéficier ou subir la décision qui va être prise. C'est pour ça que je posais la question du pouvoir tout à l'heure. Qui Mhm. prend les décisions où? Et en quoi les bénéficiaires du système de santé, par exemple, vont être partie prenante de cette décision-là? Et donc, si on casse cette logique, qu'il y a des experts qui savent comment gérer avec des tableaux et puis dans leur bureau sans jamais descendre sur le terrain, et puis des gens qui finalement font juste profiter du système puis qui n'ont aucune connaissance des choses, si on casse ça et qu'on dit, ben, il y a des experts du vécu, il y a des gens qui vivent dans ces milieux-là, tu sais, il y a des experts de la pauvreté, c'est ceux qui en vivent, enfin qui la subissent, tu sais. Les experts du système de santé, c'est ceux qui y travaillent, c'est ceux qui en ont besoin. Et donc, si on crée des lieux où les décisions par rapport à ces systèmes sont prises à ce niveau-là, ben, c'est un peu le pari que, dans le fond, personne n'a la bonne solution, mais en mettant plusieurs têtes ensemble, on arrivera à quelque chose. Donc, c'est ça le principe de base, à mon avis, qu'il ne faut pas perdre de vue. Voilà. Oui, mais merci beaucoup. Et en fait, juste petit commentaire, je pense que Santé Québec non plus, ils sont pas élus, hein. Juste le dire comme ça. Puis, est-ce que Sylvie ou Henry, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette question? Sylvie, Oui, peut-être? Oui. je vais mettre un peu de nuance, si ça vous dérange pas. Oui, 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 on est là pour discuter. Euh, Nonobstant que mon cœur et on est tous des frères et des sœurs, comme disait Monsieur Chartrand. Euh, l'âge vénérable que j'ai reviendrait autour des années 2000 où euh, à l'époque, vous vous souviendrez, ou ceux qui n'y étaient pas, il y avait des conseils d'administration dans les régies régionales. Et en 2000, on a cassé déjà le moule, donc on parle de 20, on est à notre 25e année
de diminution des pouvoirs démocratiques dans le réseau de la santé et des services sociaux. Alors, ça s'est fait petit pas par petit pas, mais en 2000, il y avait eu une décision de ne plus élire l'ensemble des conseils d'administration des régies régionales. Il y avait quand même un bout encore où les DG ou les PDG allaient quand même à l'Assemblée nationale parce qu'il y avait toujours une coordination de budget. Puis je reviens à ce que M. Canet dit sur la subsidiarité, puis je reviendrai sur les travaux du comité de transition à cet effet-là. Mais il y a 20 ans de nivellement, je vous dirais, du processus où le citoyen, l'usager, euh, le proche aidant et les personnes elles-mêmes ont accès et ont un discours sur leurs services, à la fois sur l'accès et la proximité des services comme tels. Alors, on est dans un système qui a évolué avec le temps et dans un système où aussi le privé a pris de plus en plus de place euh, sur l'achat des services et dans la majeure partie de la santé des services sociaux. Donc, on peut en faire le parallèle aussi, parce que souvent, l'efficacité est liée à ces processus où on dit, ben nous, on va chercher des services plutôt privés ou privés conventionnés et le système d'efficacité puis de reddition de comptes n'est pas le même. Donc, Santé Québec est le summum de cette culture qui nous arrive. Pour ce qui est et là, je reviendrai un peu sur ce qu'on a sauvegardé. Parce que moi, je vis toujours d'espoir. Ça fait 40 ans que je suis dans ce réseau-là, puis je vais continuer de me battre pour qu'il soit toujours meilleur, accès gratuit et universel. Mais il y a quand même des processus électoraux qu'on a quand même été capable de sauvegarder, c'est-à-dire que au Comité national des usagers, je vais vous donner l'exemple, toutes les personnes qui sont sur ce comité-là ont été euh, par processus électoral par l'ensemble de leur comité. Donc, il y a eu un comité d'usagers qui a suggéré dans sa réunion des personnes. Ensuite, il y a eu un tamis organisationnel, M. Tremblay-Boilly l'a bien dit, là. Mais là, on a quand même un peu sauvegardé la capacité des usagers à nommer des gens qui voulaient bien nommer. Alors, c'est pas le Pérou, là, mais c'est quand même ça. Euh, J'ajouterais aussi que notre société évolue. Moi, quand j'ai commencé en CLSC, en organisation communautaire en 1980, on n'avait pas beaucoup envie de parler de professionnels qui étaient hors réseau et et on était en partenariat avec les organismes communautaires et il y avait une synergie. Aujourd'hui, vous parleriez aux usagers avec qui on travaille, les collègues syndicaux pourraient le dire aussi. Les gens veulent vraiment un service très rapide et puis là, il y a toutes sortes de visions culturelles sur, ben là, moi, je vais aller au privé pour telle chose, je vais aller au privé pour telle affaire. Donc, l'évolution des mentalités va aussi avec la pénurie, l'ensemble des problématiques. Puis je pense que c'est ça qu'il faut revenir sur. C'est le discours qu'il faut ramener sur notre capacité de mettre en perspective les déterminants puis la vision un peu centralisée des gouvernements. Puis je dirais aussi qu'il y a bientôt une politique de santé publique qui nous reviendra. Il faudra bien y participer. Et là, on va revenir, je pense, au sens des déterminants de la santé. Puis je vais juste ajouter une petite affaire à la fin. Euh, il arrive maintenant dans le discours du système là, lié à la subsidiarité euh, un discours axé sur la valeur. Alors, il y a, ça va être les prochains discours dominants. Là, j'ai toujours j'ai toujours, c'est pas le village des valeurs, là, mais c'est, alors, comment dans une vision de proximité, d'accès, comment ils vont le chiffrer, là, parce que Mme Castonguay a eu un mandat du ministre là, de travailler sur les valeurs, là.
Mais il y a toutes sortes d'autres belles expériences en dehors du Québec, là où ils travaillent ça. Mais dans le fond, ce que ça dit, c'est nous, comme citoyens, comme usagers, qu'est-ce qu'on veut dans notre patelin qui a une valeur pour nous? Pas une valeur financière, mais on revient un peu au modèle où je veux avoir accès le plus proche possible de mes besoins. Je veux que les personnes qui sont avec moi sont le plus proche possible de mon réseau pour être capable d'avoir une vision à 360. Donc, c'est ce qui va percoler un peu. Et puis là, il va falloir être très au fait de ce qui va sortir de ça parce que faut pas que ce soit juste une vision efficace, mais bien une vision de déterminant de la santé à cette étape-là. Oui, mais merci beaucoup pour la nuance. Effectivement, c'est important de l'apporter. On ne peut pas non plus faire l'économie des liens possibles entre démocratie ou son manque, ou autoritarisme et privatisation. C'est peut-être les deux faces d'une même médaille. Donc, peut-être que c'est à creuser cela. Alors, Monsieur Milner, est-ce que vous avez une réponse par rapport à ces échanges qu'on est en train Euh, d'avoir sur l'utilité je ou non de je la vais démocratie? peut-être lire quelque chose que j'ai écrit sur la participation au niveau des entreprises, au niveau des institutions économiques et sociales en Suède, parce que ça donne un autre niveau, un autre élément de cette question. Ça veut dire, dans le milieu du travail, la représentation des, des travailleurs. Et on commence avec le fait que en Suède, 70% des travailleurs sont syndiqués, qui est le deuxième pourcentage plus grand au monde, après l'Islande. Et c'était 80% depuis beaucoup de temps, mais avec les changements technologiques, ça se réduit un peu, mais quand même, les syndicats jouent un rôle central dans ce pays, même quand les sociodémocrates ne sont pas au pouvoir. Et je vais vous lire juste un petit peu la position sur le rôle des syndicats au niveau de l'entreprise, au niveau des institutions économiques et sociales. Bon. La Suède a un système relativement développé de participation des travailleurs sur le lieu de travail, basé sur la nomination des représentants syndicaux. Ces représentants se voient accorder des droits spécifiques pour leur permettre d'exercer leur activité. Ils bénéficient par exemple d'une protection spéciale contre le licenciement. Euh, regarde, je ne veux pas. Dans les entreprises privées d'au moins 25 employés, les employés ont un droit de représentant au conseil d'administration. Il y a deux ou trois membres employés et ils représentent généralement un quart ou un tiers des membres du conseil d'administration. En Suède, le représentant en matière de santé et sécurité est assuré par des représentants de l'environnement de travail et dans des grandes entreprises de 50 employés et plus, ou lorsque les employés le demandent, il existe également un comité de sécurité. Les syndicats nomment également une déléguée régionale à la sécurité pour couvrir les petits lieux de travail sans comité de sécurité. Le rôle du délégué de la sécurité est de représenter les travailleurs sur des questions de santé et de sécurité et de surveiller les mesures de protection contre les problèmes de santé, les accidents, ainsi que le respect par l'employeur des exigences législatives relatives à un bon environnement de travail. Euh, le- Bon, je pourrais continuer peut-être à un autre moment pour permettre aux Oui, autres de participer, mais j'ai pas mal de détails sur le rôle des syndicats, les représentants des travailleurs au niveau des institutions économiques et sociales suédoises. oui. Merci.
Mais merci. En fait, là, on comprend aussi que l'aspect représentation et participation est quand même, comment dire, primordial dans la démocratie, en fait, qu'elle s'opère dans le système de santé ou dans le système politique au sens large. Au fond, là, je veux vous amener aussi vers les deux dernières questions. Et je vais les poser les deux en même temps. Vous pourrez répondre aux deux si vous voulez ou à une. Mais pour moi, elles sont liées. Donc, étant donné qu'on a fait le diagnostic tout à l'heure de l'état de la démocratie dans le système politique au sens large, qui est quand même un peu désolant, on va dire, pour le dire vite, euh, que nous révèle cet état de la démocratie au sens large sur l'état de la démocratie dans le système de santé et des services sociaux? Parce que je disais au début que les deux doivent avoir une interaction, c'est-à-dire, grosso modo, je postule qu'il serait un peu bizarre dans un régime autoritaire d'avoir un système de santé démocratique. Je trouverais ça un peu bizarre, mais peut-être ça existe, hein, mais si vous avez des exemples, j'aimerais bien savoir si vous avez des pays où le régime est autoritaire puis le système de santé est démocratique. Donc, j'aimerais savoir, avoir votre point de vue sur cette question-là et commençons aussi à rêver comment améliorer la qualité de la démocratie au Québec, d'abord dans le système de santé et des services sociaux, mais aussi dans nos sociétés au sens large, étant donné que si on postule que les deux sont liés, on devrait avoir une réponse au fond tout aussi liée. Donc peut-être je vais commencer cette fois par Raphaël. Est-ce que vous voulez répondre Oui, à ces deux oui, oui, questions? écoute, il y a du gros stock. Donc, moi, je suis moi, un expert du système de santé, donc plus l'aspect démocratie. Mais puis, je vais peut-être présenter un peu ce que le MDN propose pour Mon Démocratie Nouvelle, là, pour changer la donne politique au Québec. Mais moi, je pense que l'élément central, dans le fond, c'est vraiment de revenir au principe de base dont on parlait tout à l'heure. Tu sais, qui gouverne, enfin, ou qui prend les décisions, pourquoi, comment, là. Donc là, juste, je vous coupe un peu. Donc là, vous répondez à la question de savoir comment améliorer la qualité de la démocratie, Oui, c'est ça? OK, exactement. allez-y. Allez-y, OK. Exactement, exactement. Donc, dans le fond, de revenir au principe, puis on l'a dit, on l'a exposé, là, dans le fond, tu sais, que de donner la voix au plus grand nombre et, tu sais, permettre, dans le fond, la participation. Mais il y a aussi un élément important aussi de la participation, de la création de ces instances-là, qui, comme Henri le disait, là, tu sais, dans des pays à fort taux de syndicalisation, ben justement, ce rapport de force dans la société oblige les organisations à tous les niveaux, en fait, change la culture dont parlait Sylvie, là, oblige les organisations à être ouvertes parce que, dans le fond, tu peux plus faire les choses en catimini, là, derrière des portes closes, donc tu es obligé d'avoir ces lieux. Alors, ces lieux, on les investit, on participe et dans le fond, ça permet aussi de demander des comptes, hein. Ça oblige à la transparence de la part des organisations. Ils ne peuvent plus prendre des décisions comme ça parce que il y a des rapports de pouvoir toujours dans la société. Et quand ben, les populations les plus vulnérables ne sont pas encadrées par des règles qui leur permettent de participer, ben, c'est les lobbies qui savent très bien comment influencer les décideurs pour que les décisions soient prises en fonction de leur intérêt. Donc, depuis 30 ou 40 ans, la privatisation du système de santé, puis toutes les attaques un petit peu partout qui sont menées, sont faites parce que ça fait le jeu d'une certaine partie de la population, tu sais, qui a des moyens d'influencer les pouvoirs sans qu'on le sache trop. Et donc, c'est ce qui s'appelle le lobbying. Ça fonctionne. Bon, il y a des petites règles, mais donc c'est comme ça que ça marche, tu sais. Donc, comment contrer le lobbying? Nous, on ne peut pas créer des lobbies, là, aller, donc, ben, on crée soit des syndicats, soit on crée des instances de discussion, de collaboration sur les enjeux dont on a besoin. Et je vais vous prendre un exemple. Donc là, je vais monter ce que le mouvement démocratie nouvelle fait depuis 25 ans. On existe depuis 99. Nous, c'est d'essayer de mettre une vraie démocratie au Québec parce qu'on se dit, dans le fond, les gouvernements qui sont en place, alors oui, ils parlent, bon, ils ont été démocratiquement élus parce qu'il y a eu des élections. Sauf que concrètement, quand on reprend le principe de représentation, là, combien de personnes ont concrètement voté? Je vais vous prendre deux chiffres comme ça, je ne vais pas vous écraser de chiffres, mais aux États-Unis, par exemple, prenons Trump, là, il y a 77 millions de personnes qui ont voté pour lui. Aux États-Unis, ils sont 340 millions. Tu sais. Il y en a 250 millions sur la liste électorale. Donc, il y en a 100 millions qui ne sont même pas inscrits. Puis il y en a 77 millions qui ont voté pour lui. Imaginez l'impact de la décision de ces 77 millions de personnes sur le monde entier. Parce que dans le fond, les décisions qui ont été prises depuis 3 mois ont des impacts partout, parce que c'est démocratique,
Bon, on peut se poser la question. Mais si on reprend, dans le fond, Trump a été élu par 23% de la population américaine. Hein, on dirait, ah, c'est pas beaucoup. Au Québec, là, nous, le gouvernement Legault, il a été élu par combien de pourcents de la population québécoise, d'après vous? Plus ou moins que 23%? 19,5%. 19,5% des Québécois ont voté, ont dit, moi, je vote pour la CAQ. Mais on est en démocratie, hein, il y a eu des élections. Donc, dans le fond, pourquoi? Ben, parce que le système électoral. Alors là, après, on rentre dans les mécanismes. Et c'est ça qui est un peu le piège d'une certaine manière, parce que le diable est dans les détails. Tu sais. Oui, mais alors comment on fait pour comprendre comment ça fonctionne? Ben, le mécanisme, le mode de scrutin, la manière dont on vote au Québec, qui est un des mécanismes les plus archaïques là, au monde, là, ben, crée ces inégalités-là. Donc la proposition du MDN, elle est simple, elle est de changer le mode de scrutin pour permettre quoi? Permettre, dans le fond, une plus grande diversité de représentation à l'Assemblée nationale, mais même sur le territoire, puis je ne rentrerai pas là-dedans, mais dans le fond, tu sais, vous, si vous êtes dans une région éloignée puis que vous voulez aller voir votre député, là, vous avez un député dans votre circonscription. Là. Puis avec la dernière élection, là, il y a 9 régions, 8 régions au Québec où il y a juste des gens de la CAQ. Si vous êtes en Abitibi, en Mauricie, vous avez juste des députés caquistes. Donc, si vous avez des idées un peu solidaires, là, vous ne pourrez pas aller voir votre député pour vous aider. Si on réforme le mode de scrutin et qu'on permet d'avoir plusieurs députés, ben, vous avez plusieurs interlocuteurs. Et là, ça va obliger les gouvernements à ne plus être nécessairement faussement majoritaires. Ils vont être obligés de gouverner en coalition. Et en gouvernant en coalition, et là, il y a des exemples à travers le monde, ça oblige les gouvernements à être beaucoup plus cohérents sur leur politique parce que à un moment donné, vous allez être dans la coalition, un peu minoritaire, après un petit peu majoritaire, mais vous allez toujours être plus ou moins dans le giron du pouvoir. Vous n'allez pas prendre le pouvoir, puis après tout scraper quand l'autre il arrive, comme on voit aux États-Unis, ou comme on peut voir aussi un petit peu chez nous. Un gouvernement arrive, il dit, bah, ben là, j'ai le pouvoir, je fais ce que je veux. Tu sais. J'ai été élu par 19% des gens, mais j'ai 100% du pouvoir parce que pendant la durée de mon mandat, toutes les lois que je vais voter, dont la loi qui a instauré le système de santé Québec, est votée à l'Assemblée, puis tu peux rien faire. Une fois, c'est fini. Là, tu peux juste aller manifester devant l'Assemblée nationale puis tu attends la prochaine élection. Comme là, aux États-Unis, on attend les élections de mi-mandat en se croisant les doigts. Puis d'ici là. Donc, c'est un système qui nous prend un petit peu en otage avec un discours, ben, ça a été démocratique. Donc, dans le fond, revenir au grand principe, qu'est-ce qu'on veut? On veut que les gens puissent participer au lieu où les décisions sont prises, de manière, alors c'est sûr, ça peut dériver en bureaucratie, ok, d'accord, mais de donner au moins cette voie-là, de sortir de cette logique qui a des experts et des compétents en haut qui occupent les postes de direction à haut salaire, et puis en bas les gens qui travaillent puis qui doivent faire ce qu'on leur dit parce qu'on sait quoi faire. Non, d'essayer de changer cette culture-là, mais c'est vrai que ça fait 25 ans, 30 ans, 40 ans qu'on est dans une culture où on nous met tranquillement dans la tête que, le privé est efficace. Et donc, ça, c'est aussi des mentalités à changer. Donc, revenir au principe et ensuite regarder les mécanismes et voir comment agir à certains niveaux pour pouvoir justement transformer le mode de fonctionnement et ou résister à justement l'effritement de notre capacité à intervenir sur la structure pour essayer d'ouvrir des brèches et des espaces. Mais c'est sûr qu'on est plus dans une logique de résistance Mm. depuis quelques années là, que dans une logique d'offensive. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas perdre nos idéaux. Au contraire, sinon ils auront complètement Mm. gagné. Voilà. Ben, merci. C'est une perspective au niveau macro-politique, puis je pense que c'est important d'avoir cette vue d'ensemble-là. Mais là, j'aimerais poser la question à Sylvie Tremblay, qui est un peu plus, on va dire, comment dire, bah, le contraire de tous ces idéaux, peut-être macro et tout. Mais en fait, lors de notre préparation pour le panel, vous m'avez raconté comment dire, une anecdote, une histoire liée à la peur des représailles. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, je ne sais pas si vous pouvez rapporter cela. Je vais quand même, oui, mais je vais Ouais. faire du pouce avec ce que Allez-y. Raphaël a dit. Alors, moi, j'ai fait aussi du cabinet politique. Puis, je reviendrai sur le day-to-day de ce que je mettrai des figures à ce que vous dites et des groupes aussi. Ouais. Alors, dans le système québécois maintenant, il y a des lobbies qu'on n'appelle pas lobbies, mais qui sont hyper puissants et euh, euh, qui ne permettent pas des enjeux démocratiques importants.
Alors, puis les syndicats que vous êtes, avec qui nous travaillons, ils sont démocratiques, ils négocient des conventions collectives et elles sont publiques, ces conventions-là. On peut les voir, on peut voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain, comment ça fonctionne. Les docteurs, on n'en a pas parlé des docteurs. C'est le plus gros lobby à cette étape-ci qui négocie des conventions à porte fermée et sous le prétexte que les usagers ont besoin de docteurs partout au Québec en fonction de leurs prérogatives. Alors, le système québécois qui a mis en place cette vision où les médecins ont le haut du pouvoir sur toutes les décisions en santé, puis je ne parle pas des services sociaux parce qu'ils n'y croient même pas, est malsaine, et de plus en plus malsaine. Et ça, il faut le dire. Alors, nous, on dit, revenons un peu à ce que les ordres professionnels disent sur la protection du public. Les syndicats de médecins ne font plus de protection du public, ils font de la business. Et ça, dans notre système québécois, ça a complètement, au fil du temps, euh, délité l'ensemble de ce qu'on se dit ce matin. Et il faut que ça cesse. Et c'est pas nos amis, là. Alors là, il faut le dire. Puis ils sont encore en égo, là. Et on a des coupures budgétaires monstrueuses et on verra pas encore les négos, puis on verra pas qu'est-ce qu'ils ont ramassé de la tarte, puis le reste que nous n'aurons pas. Et il y a aussi les lobbies pharmaceutiques et informationnels. On a vu le DSN, on a vu d'autres choses dans le réseau, là. C'est incroyable ce que ça peut mener aussi derrière les portes closes. Donc, nos alliés, nous, comme usagers, c'est vous, les syndicats, c'est nos partenaires communautaires pour être capables d'avoir un minimum de démocratie. Mais il faut le dire, là, Hmm. dans le système, il y a du monde qui travaille autrement, puis c'est les docteurs en bonne partie. Euh, les conclusions, ben, c'est nos journalistes qui travaillent bien. Nous, on essaye d'avoir, ils sont là, il y a des journalistes qui sont spécialisés en santé et services sociaux, puis qui ramènent un peu l'historique, puis la vraie histoire. Raphaël parlait des États-Unis, il y a quand même des journaux, de la presse qui est encore capable de dire des choses, de l'enquête, et puis ça, il faut continuer de faire ça. Ils sont avec nous, puis ils peuvent aussi travailler à, à ouvrir un peu là, ce que l'usager ne comprend pas tant que ça ou ne sait pas. Et ben, les oppositions, des fois, c'est important de leur dire qu'ils sont là pour nous aider un peu. Alors voilà. Oui, merci. En fait, moi, ce que je retiens là, avant de donner la parole à à Monsieur Milne, puis à Guillaume, en fait, ce que je retiens, c'est par rapport au manque de transparence, donc notamment là des médecins, mais aussi le fait que peut-être les médias sont sous-estimés en tant que quatrième pouvoir là, et parfois ils font ce travail-là, effectivement. Et l'exemple que Sylvie? je Oui. donnais, l'exemple que je donnais, c'est que nous, on défend les droits. Il y a 12 droits reconnus dans la loi. Et on a des gens qui nous appellent et qui nous disent, ben Oui. moi, là, j'ai un médecin ou j'ai eu la capacité d'avoir quelqu'un et là, ça a pas été, il y a eu de la violence ou bon, il y a même de ça et ils nous disent, nous, on portera pas plainte parce qu'on en a enfin un. Alors, ça permet pas aussi la défense collective du droit, puis ça permet pas non plus un réel discours sur euh, euh, l'égalité puis le système universel derrière ça. Alors, il y a une dérive là, Mm. qui pointe. Oui, effectivement, c'était l'exemple effectivement que vous aviez donné. Alors, Monsieur Milne, est-ce qu'il y a des exemples inspirants dans les pays scandinaves et en Europe du Nord qui pourraient justement constituer un modèle pour le Québec? Ben, je vais commencer avec ce que disait Raphaël. Ça veut dire il y a le mode de scrutin proportionnel. Ça, c'est clair. Pour eux autres, c'est normal. Mais il ajoute, il y a un autre élément en Suède surtout je ne sais pas si c'est applicable chez nous, mais c'est très intéressant.
D'abord, les partis politiques nationaux, ce sont les mêmes partis politiques nationaux qui participent au niveau des élections municipales. Mhm. Et donc, il y a un lien entre la discussion politique, les décisions politiques au niveau municipal et au niveau national. Je parle du niveau de Québec. Et un troisième élément, c'est qu'il y a un troisième niveau, un niveau régional qui s'occupe des politiques sociales. Parce que c'est un Mhm. pays très décentralisé. Et donc, et les mêmes partis politiques participent aux élections à ce niveau régional. Et ce qui est presque unique, c'est que ces élections ont lieu au même moment. Donc, les électeurs suédois, tous les 4 ans, choisissent des membres du Parlement, du gouvernement national, mais aussi les conseils municipaux qui s'occupent de certains dossiers et les conseils régionaux qui s'occupent d'autres. Et à mon avis, ça favorise un certain niveau de participation au lieu d'avoir des élections tous les ans à des niveaux différents. Mais plus important, ça devient normal que les mêmes formations politiques présentent des candidats aux 3 niveaux et qu'il y a une certaine communication et certains dossiers qui sont peut-être locaux ou régionaux entrent dans une discussion plus large. Et Mhm. tout cela se fait dans un système proportionnel. Ça veut dire que même des petits partis politiques ou même des partis régionaux parfois, mais quand vous avez un système proportionnel, vous pouvez gagner des sièges peut-être avec, je ne sais pas, dépendant de taille de municipalité ou région, etc., avec 4-5%, etc. Donc, ça encourage aussi une certaine participation politique. Alors, ce sera difficile d'imaginer que quelque chose se fasse chez nous, mais il y a, je pourrais revenir si on veut parler de Québec un peu plus, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, avec Raphaël, je suis aussi militant à longue date pour la réforme de mode de scrutin, mais je vais mettre ça dans une perspective plus large. Merci. Mais merci beaucoup. Effectivement, on peut rêver de voir le Parti québécois, Québec solidaire, la CAQ, entre autres, présenter des candidats aux élections municipales. Peut-être que justement, ce qu'on vous dit, la coordination entre les politiques plus proches des gens et les politiques plus larges se ferait mieux, effectivement. À titre personnel, ça m'a beaucoup surpris quand je suis arrivé au Québec, effectivement. Le fait que les mêmes partis qui ne sont pas représentés à différents paliers de gouvernement, c'est très, c'est insolite. Alors, Guillaume Tremblay-Boily, qu'est-ce que vous pensez de ces deux questions que nous révèle l'état de la démocratie dans le système de santé et des services sociaux, sur l'état général de la démocratie sur nos sociétés et comment améliorer la qualité de la démocratie au Québec, que ce soit dans le système de santé et des services sociaux et ou que ce soit dans ce système-là et dans le système de santé, dans le système politique plutôt au sens large. Oui, c'est deux questions très vastes et super intéressantes. Sur le lien entre la démocratie dans le système de santé et la démocratie en général, ben, je pense qu'en fait, on assiste à des reculs démocratiques dans les deux cas. En fait, mais je considère que le lien entre les deux, c'est le poids de l'entreprise privée. En tout cas, un des liens importants entre les deux, c'est l'emprise de l'entreprise privée. Par définition, une entreprise privée n'est pas démocratique. Donc, en vertu du droit de propriété, les propriétaires d'entreprises sont essentiellement rois et maîtres au sein de leur entreprise. En gros, la logique de l'entreprise privée, c'est ça m'appartient, donc c'est moi qui décide.
Ça peut être un propriétaire solo, ça peut être plusieurs propriétaires. Dans certains cas, c'est les actionnaires. Quand c'est des actionnaires pour des grandes entreprises, ce qui se passe, c'est que c'est pas du tout une personne, un vote, c'est une action, un vote. Donc, les personnes qui détiennent le plus d'actions ont le plus de pouvoir. Ce qu'on observe depuis les dernières décennies, c'est qu'on a importé la logique autoritaire de l'entreprise privée dans le système de santé. Donc, de plus en plus, le pouvoir est entre les mains des cadres, des gestionnaires, plutôt que d'être entre les mains du personnel, de la population. On a aussi fait plus de place au privé en santé. Mhm. Euh, ça a des impacts à deux niveaux. Mais d'une part, en fait, ben, justement, la logique de l'entreprise privée, c'est que quand on rentre au travail, ben, on n'est plus vraiment en démocratie dans le milieu de travail. On obéit aux ordres de notre patron, notre patronne. L'autre chose, c'est que le pouvoir de l'entreprise privée, c'est aussi que une entreprise en fait, les gens qui détiennent du capital, donc qui détiennent des sommes importantes d'argent, peuvent s'en servir pour choisir où elles investissent. Donc ça peut Mhm. vouloir dire que, par exemple, un promoteur immobilier va construire un gratte-ciel sur un terrain en friche qui était en fait un lieu important pour la population à cause de la faune, de la flore qui s'y trouve. Ou ça peut vouloir dire que des médecins qui possèdent un réseau de cliniques privées vont décider de s'établir à un certain endroit, non pas parce que c'est là que c'est l'endroit qui correspond le mieux aux besoins de la population, mais parce qu'ils savent que c'est là qu'il y a la clientèle la plus riche, donc c'est là que Mhm. ça va être possible de faire le plus d'argent. C'est ce qu'on observait très fortement avant la création du réseau public d'assurance. Du réseau public de santé. Donc, les médecins se trouvaient principalement dans les endroits où il y avait un profit à faire. Donc, il y avait un manque de médecins dans les régions rurales, dans les régions éloignées, mais aussi dans les quartiers défavorisés des Mhm. villes. Puis, c'est ce qu'on observe en ce moment avec où est-ce que les cliniques privées s'installent. Par exemple, une des grosses cliniques à Montréal, c'est la clinique Rockland, juste à côté de Ville-Mont-Royal, qui est un des quartiers les plus riches à Montréal. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres de comment le capital détenu par les entreprises privées leur permet de faire des choix qui sont pas nécessairement en phase avec les besoins de la population. Hmm, intéressant. Et alors, quoi faire maintenant à partir de ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger le tir? Oui, ben en gros, c'est de démocratiser le système de santé, de réduire la place du privé. À l'IRIS, au moment où on contestait la réforme du B, on s'est dit qu'on voulait pas seulement être dans la critique puis dans la contestation, on voulait aussi faire des propositions. Donc, on a publié un document qui s'appelle Six remèdes pour révolutionner le système de santé. Je vais mettre le lien dans le chat. Mhm. Euh, donc, il y a six propositions, dont le fait d'éliminer le privé en santé, de salarier les médecins, de réduire leur rémunération. Il y en a plusieurs autres, mais en fait, la première proposition, c'est de créer des pôles sociaux qui Mhm. seraient la porte d'entrée du réseau et qui coordonneraient l'ensemble des services à l'échelle locale avec un souci de combiner, de conjuguer santé et services sociaux, que ça soit la même porte d'accès pour les deux. Mais ce qu'on met de l'avant, c'est que les pôles sociaux seraient dirigés par un conseil d'administration local dont un tiers des membres seraient des gens issus de la population, un tiers de membres du personnel et un tiers de cadres et de gestionnaires. Donc, en fait, les décisions seraient prises en fonction des besoins, des préoccupations de la population et du personnel, plutôt qu'avec un modèle top-down, un modèle par le haut comme celui qu'on a actuellement. Et juste pour répondre aux gens qui nous disaient qu'on est rêveurs, est-ce que ça, c'est réaliste? On peut le faire, ça? Ben oui, c'est réaliste. Ça s'inspire en grande partie de choses qui se sont faites par le passé.
Donc oui, donc on part pas de nulle part. Il y a eu des instances plus démocratiques, il y a eu des modèles qui impliquaient plus la participation citoyenne. Donc c'est possible de revenir à ça puis d'aller plus loin, en fait, Hmm. de tendre vers ça plutôt que d'aller dans la direction inverse, comme ce qu'on constate avec les dernières réformes du système de santé. Ah, ouais, super. Donc c'est réaliste, c'est ça le mot. Parfois, il y a une certaine frange comment dire, comment on appelle ça, de l'échiquier politique qui nous dit ah, mais vous êtes des rêveurs, etc., etc. Donc, c'est possible. Est-ce qu'il y a les autres panélistes, vous avez des compléments à faire ou ça va maintenant? Des réponses complémentaires par rapport à ce qui vient d'être dit avant qu'on clôture? J'ajouterais, Guillaume a raison, c'était on l'a fait, la vision démocratique était au centre de nos services en santé, services sociaux. Mais il y a Santé Québec. Et bon, il y a quelques partis qui disent on va mettre la hache là-dedans, mais bonne chance, ça va être assez difficile. Alors moi, je pense qu'il faut mâcher de la gomme en marchant, là, mais euh, mon souhait, qui pourrait être un peu réaliste dans la prochaine étape, c'est de revenir minimalement euh, à une régionalisation minimale de cette bête-là. Alors, il va falloir rétro-pédaler puis être capable de diviser ce monstre en espérant revenir dans des régions, dans des modèles un petit peu plus locaux, ce qu'on peut voir dans d'autres provinces, là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste une grosse bébite, mais il pourrait avoir une certaine décentralisation minimale. Je ne parle pas de régionalisation, là, parce que tout est là aussi, mais un peu diviser un peu cette grosse bête pour permettre aussi aux, euh, aux, euh, aux usagers, aux communautaires puis aux syndicats de revenir un peu sur le sens de quels sont les services d'accès puis de proximité. Moi, je pense qu'il va falloir vraiment pousser nos politiciens puis les gens qui nous représentent là, à décloisonner cette bête-là puis vraiment leur trouver un peu de sens là, à cette hyperstructure qui est la plus grosse structure au Canada, là. Alors, il parle business, là, il parle plus santé, services sociaux. Hmm. Oui, intéressant. En tout cas, en fait, peut-être sur cette phrase, on va conclure le panel, puis enclencher la période de questions.